Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour cette table ronde d'Isegoria. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Elissalde, M. Geldenhuys et M. Negrio. Avant toute chose et avant de commencer, j'aimerais remercier Audencia Business School et plus particulièrement l'équipe de la communication et l'équipe de l'événementiel pour l'aide apportée, ainsi que l'ensemble de l'équipe d'Isegoria pour son implication et son engagement. Lorsque je prononce le mot rugby, une image me vient en tête. Un morceau de bois, un bouclier, un trophée accoudé à la cheminée de ma grand-mère. Ce trophée, il a été remporté par l'équipe de Parentis-en-Born en 1998, devenant alors championne de France de première série. Papy Jackie, alors vice-président du club, pouvait être heureux et fier de l'équipe. Homme passionné, il a transmis cette flamme à son fils qui me l'a lui-même passée. Car oui, le sport est un lien vivant qui transcende les générations. À la fois fédérateur et clivant, il fait vivre des moments intenses et des émotions fortes. Le rugby est une passion qui traverse les nations. Ce sport de brute pratiqué par les gentlemen efface les clivages sociaux et incarne un état d'esprit et des valeurs humaines enviés par nombre de sports. Toutefois, la professionnalisation et la médiatisation accrue du rugby provoquent des conséquences négatives. Dopage, traumatisme physique à vie ou encore corruption. Il nous faut dresser un état des lieux et en tirer des conclusions. Parallèlement, l'internationalisation du sport provoque un véritable enjeu du management sportif. La présence de multiples nationalités au sein d'une même équipe sous-entend une vision différente du jeu, une autre manière de considérer le monde de l'Ovalie. Il faut s'adapter aux personnalités, au style de jeu, tout en gardant ses objectifs de victoire. Messieurs, vous représentez tous trois nationalités différentes et trois chemins sportifs distincts. Monsieur Elissalde, vous avez entraîné l'équipe du Japon en 2006 ou encore Béziers de 2003 à 2005. Mais votre histoire ne commence pas là. Né le 31 décembre 1953 à La Rochelle, vous avez été rapidement absorbé par le monde de l'Ovalie pour devenir le premier joueur entraîneur de La Rochelle à seulement 27 ans en tant que demi-démêlé. Ensuite, vous êtes dirigé vers l'Aviron Bayonnais pour finalement revenir à votre équipe de cœur La Rochelle. Vous avez connu 3 sélections en équipe de France. 5. 100 sélections en équipe de France. Finalement, vous mettez fin à votre carrière de joueur en 1988 pour devenir entraîneur. Vous avez entraîné La Rochelle, Béziers, le Japon et l'Aviron Bayonnais. Vous avez géré multitude d'équipes et de nationalités. Monsieur Geldenhuys et Monsieur Negrio, vous incarnez tous deux cette mixité culturelle au sein du Stade nantais. Vous, Monsieur Geldenhuys, vous êtes sud-africain. Vous avez été baigné dans le rugby dès votre plus jeune âge et votre père, Adrie Geldenhuys, a été lui-même international sud-africain. Vous êtes passé par des clubs mythiques remplis d'histoire du rugby français tels que Montauban ou Tarbes. Puis, après avoir joué à Nevers, vous êtes finalement arrivé à Nantes où vous êtes maintenant le capitaine de l'équipe. Vous, Monsieur Negrio, êtes argentin. Formé à un des meilleurs centres de formation d'Argentine, l'INSEE de Tucumán, vous avez découvert nombre de clubs étrangers en passant par le Rugby Roma Olympique en Italie et Biscaya Guernica en Espagne. Vous avez fait le choix de venir en France en rejoignant l'équipe de Lourdes et faites désormais partie du Stade nantais. Dans une interview accordée à ESPN Deportes, le journaliste vous a demandé si la Ligue française était mieux que celle italienne ou espagnole. Vous lui avez répondu « No es mejor, sino que es diferente ». Elle n'est pas mieux, mais elle est différente. Messieurs, traitons ces différences et dans la manière dont nous devons les gérer. État des lieux du rugby en 2017, manager une passion, place au débat. Merci. Donc maintenant, ça marche ? Est-ce qu'on pourra avoir vos premières réactions, notamment vis-à-vis du management sportif et de la façon dont l'a géré M. Elissalde dans différentes équipes, notamment celle du Japon ? Et ensuite, vous, messieurs, en tant qu'étrangers venus en France, comment avez-vous géré cette différence de culture au sein de vos équipes ? D'abord, je suis très heureux de fréquenter des jeunes, ça me fait du bien, sortir de mon Pays Basque un peu. Tous les jeunes sont dans les grandes villes, tous les vieux sont dans les petits villages comme le mien. Donc.
J'espère que vous me pardonnerez aussi si ça ne va pas très bien, parce qu'avec tous les coups que j'ai pris sur la tête et le dopage, vous comprenez qu'à mon âge, on est touché. Mais d'être là, c'est déjà un exploit. Non, puis je vous remercie surtout de nous avoir invités. Pensez à nous, pensez après Mélenchon. J'en suis très fier et très heureux. Donc, le managerat, il n'y en a pas un managerat. Puisque tu as dit, j'ai une grande vie. J'ai commencé à 27 ans à être responsable, ou irresponsable, je ne sais pas d'ailleurs. Et j'ai terminé à 60 ans à toujours être responsable ou irresponsable, je ne sais pas non plus encore. Bref, tout ça pour te dire que des managerats, il y en a beaucoup. Vous le savez d'ailleurs, c'est votre métier, ce sera votre métier, vous fréquenterez ce milieu. Je crois qu'on est soi-même et on évolue. Quand on évolue trop et qu'on n'est plus soi-même, on perd un peu de sa fraîcheur, on perd un peu de sa réalité, sa vérité, et ça transpire. Les rugbyman, ce sont des chiens. Ils sentent, des chiens, attention, des chiens bien éduqués, pas toujours, mais ils sentent quand vous êtes faux, quand le manager a des mots trop conventionnels. Ils le ressentent, ça, et ils vous mordent. Donc, alors que le chien, c'est pareil, il mord que ce qu'on peur. Il ne mord jamais celui qui est sûr de lui. Voilà, donc en l'occurrence, je te dis, faire un cours au managerat, vous en recevrez des bien meilleurs que moi. Mais sachez quand même qu'on évolue et les situations te font évoluer aussi. Tu comprends bien que quand on arrive à une situation de crise, comme ça m'est arrivé à Bayonne, où 5 matchs, 0 points, où il y a un effectif pléthorique, où c'est le bordel en gros, partout, tu ne peux pas avoir le même comportement d'un père de famille. Tu gères, tu prends ton temps, tu étudies. Non, il faut rentrer dans le vif du sujet. Donc le managerat, il est le chef, avec tout ce que ça a de péjoratif. Mais en l'occurrence, on est dans le dur. Inversement, quand tu as 27 ans, que tu es entraîneur, eh ben, tu es entraînant. J'avais quelques qualités, donc forcément, j'étais sur le terrain. Et quand tu es sur le terrain, c'est quand même plus facile de partager tous les moments, les bons et les mauvais. Et puis si tu recules, eh ben, tu recules, tu es mort. Et vous connaissez, vous n'êtes pas loin de la Vendée ici, un général vendéen qui a dit « Si j'avance, suivez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Si je recule, tuez-moi. » On est à peu près dans cette expression quand on est acteur, joueur. Et en plus avec des responsabilités. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend de toujours des gens responsables, qui soient capables de prendre des décisions. Après, il y a toujours ce contre-coup quand tu as été très engagé, primaire, presque sauvage, dans des relations très fortes avec tes partenaires, puisque tu as le même âge qu'eux, ou ils sont même plus vieux que toi. Tu as envie, et vous en êtes-vous à ce stade-là, plutôt, tu as envie d'apprendre, tu as envie de transmettre des choses peut-être plus pédagogues. Et tu fais le transfert, tu deviens un professeur. Tu deviens celui qui veut l'autorité, non pas l'autorité parce qu'il était le chef, l'autorité parce qu'il a le savoir, parce qu'il le transmet, qu'il permet aux autres de progresser. C'est ça la véritable autorité, c'est faire autorité. Et donc là, j'ai cherché donc à connaître le rugby. Et pour vous, ça ne vous dira rien, mais j'étais Villepreusien. Je crois qu'il y a un prof là de sport, il va comprendre. C'est-à-dire qu'on essaie de transmettre le rugby par l'essai, par essayer, par faire vivre le ballon, par faire découvrir, par que le joueur aille vers le rugby, pas avec des stéréotypes comme on avait à une époque où on faisait du practice, on faisait le geste pour le geste. Là, on passe sur une globalité. Bref, je ne vais pas rester là-dessus, il faut que je passe la parole, mais je suis très bavard. Et après, donc, il y a ce troisième. Donc, j'ai dit chef, il y a leader, chef, professeur. Et puis, en fait, tu t'aperçois aussi que tu peux être le chef d'orchestre. Maintenant, le rugby, aujourd'hui, manager, c'est un chef d'orchestre. Il a à gérer les préparateurs physiques. Les préparateurs physiques qui sont doubles, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont là pour faire courir, ils n'ont pas beaucoup de boulot. Il y a ceux qui font de la musculation, ils ont beaucoup de boulot. Il y a ceux qui, tout le corps médical qui te dit qu'il ne faut pas qu'il joue, il est fatigué. Il y a le joueur qui veut jouer, il y a le joueur qui ne veut pas jouer puis qui dit qu'il est blessé. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Tu as le président qu'il faut gérer, ils sont deux des fois même, alors c'est pas facile. Donc tu as un interface, tu as un chef d'orchestre. Tu fais marcher tout ça le mieux possible en essayant de contenter et reconnaître tout le monde. Voilà, donc je suppose que dans vos vues futures, peut-être déjà d'ailleurs, parce que tu as des responsabilités, on s'aperçoit qu'on sera ou leader, ou chef d'orchestre, ou père de famille, ou transmetteur, ou professeur, au gré des demandes. Et c'est ça le véritable managerat, c'est de trouver ce véritable besoin des joueurs, du groupe, voire de l'entité, l'équipe. Voilà, donc je pense que là j'étais assez large. Je répondrai à d'autres questions. Je vais passer maintenant le micro à qui le voudra. C'est quoi le managerat ? Bon, bonsoir à tous. Moi aussi, j'ai parlé du côté manager.
Je peux parler de les managers que nous on a à l'estade. C'est une personne très particulière. Et il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lui, il donne de confiance à des personnes. Mais lui, il ne fait pas de délégation. Et un manager, s'il ne délègue pas les choses, il ne peut pas être présent dans tous les coins. Et comme lui l'a dit, il y a des préparateurs physiques, des entraîneurs, des présidents, et tu ne peux pas partager avec tout le monde en même temps. Du coup, tu devais déléguer, tu devais avoir de confiance avec la personne qui est à côté de toi, parce qu'il y a un club, il y a des ambitions, il y a des choses que les managers devaient gérer, comme ça tout va dans le même endroit. Et moi, je pense que c'est une personne qui devait être consciente de son objectif et de savoir déléguer bien avec qui, de prendre de confiance avec qui, et de savoir que les personnes qui ne l'écoutent pas, que les personnes qui sont différentes ne sont pas bien pour son côté. Du coup, il la devait garder. Merci. Bonsoir, ravi d'être là déjà, donc merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, un manager, c'est quelqu'un qui doit porter la relais entre les présidents et les joueurs et les staffs. En même temps, il faut que c'est quelqu'un qui est toujours là, de 8h du matin jusqu'à 5h du soir. Ça dépend si vous êtes dans un club qui est vraiment pro ou dans un club semi-professionnel ou amateur. Parce que comme il a dit Jean-Pierre, on est des chiens et il faut que les patrons de les chiens, il faut qu'il est toujours présent. Il faut qu'on lui fait confiance, il faut qu'on sait, il est toujours là, ouverte, prêt à parler avec les joueurs. Et dès qu'il est prêt à parler avec les joueurs et toujours présent, nous sur les terrains, on va faire les jobs nécessaires pour avancer. Donc ça c'est pour moi ma vision de manager. Vous avez beaucoup parlé du manager, mais vous êtes aussi amené à voyager énormément. Vous, Jean-Pierre, au Japon, vous de l'Argentine à l'Italie, à l'Espagne, vous de l'Afrique du Sud jusqu'en France. Parlez-nous un peu de ces voyages, de la manière dont on s'adapte à chaque fois, dont il faut reconstruire son environnement proche. Qu'est-ce que ça fait de bouger autant et quelle est votre expérience à ce niveau-là? Déjà, bouger, j'ai très peu bougé parce que j'ai fait quasiment de 20 ans, de 0 à 50 ans à La Rochelle, qui est la plus belle ville du monde, que vous le savez bien. Donc on ne part pas facilement. On ne devrait jamais quitter La Rochelle, comme Montauban d'ailleurs. Et donc après j'étais à Bayonne, bon c'était pas trop mal non plus. Le Japon c'est extraordinaire. S'il y en a d'entre vous qui aiment le rugby, qui aiment les affaires, il faut aller faire la Coupe du Monde 2019, ça sera un régal. C'est vraiment un régal, c'est un pays merveilleux. Après, il y a un proverbe irlandais, je crois, anglais, donc qui dit, je pourrais vous le dire en anglais, mais je serais modeste, donc je le dirai en français, c'est plus simple. À Rome, il faut vivre comme les Romains. Voilà, chaque pays a sa particularité, ses particularismes, il faut les respecter. Tu comprends bien qu'on ne parle pas aux Japonais comme on parle à des Géorgiens. J'adore les Géorgiens aussi, hein, mais bon, il y a des us et des coutumes à respecter. Voilà. Par contre, moi, je suis quelqu'un de très bavard. En japonais, vous imaginez le topo. Je ne sais pas comment on dit topo en japonais, mais ça doit être ça à peu près. Et on parlait en anglais, avec mon anglais aussi très scolaire, de 6e. J'ai eu la chance de quitter les études, moi, à 16 ans. Donc, vous voyez, c'est une grande chance. J'ai pu après découvrir plein de choses. En sortant de l'école, je ne savais rien, donc c'était une grande chance. Et donc, je dis ça parce que vous y restez longtemps. Donc, bon, bref, voilà, je plaisante toujours. Et donc quand tu arrives au Japon, tu t'adaptes. Mais je reviens toujours, il faut que tu restes toi-même. Et le japonais ne se touche pas. Et moi, je suis très tactile. Je vais te le dire, je suis toujours en train de les toucher comme ça, les costauds, comme ça. Il faut les brasser, les gros. Il faut les brasser, c'est un principe. Mesdames, je ne parle pas des mesdames, hein, je parle au manager, là. Hein. Il faut les brasser, les gros. Et donc, au Japon, je suis arrivé mais sans retenue, en fait, en étant moi-même, mais en respectant les us et les coutumes, quoi. Par contre, ma plus belle intervention, celle qui a... Il y a deux choses qui vont faire sourire, mais si ma maman n'est pas là, donc elle ne va pas entendre, et c'est très bien.
Il y a une grande mode dans le rugby et les Japonais ne se touchent pas. Hein, ils ne s'embrassent pas, ils ne se serrent pas les mains, ils ne se touchent pas. Vous les voyez, ils sont toujours se protéger. Bon, bref. Et donc, quand ils faisaient du rugby, ils étaient toujours carapacés, comme des samouraïs. Et il y avait toujours des boucliers devant, vous savez, c'est des gros trucs qu'on les. Je ne sais même plus, ça m'énerve, les sacs de plaquage et tout ça. Et ils faisaient du rugby sans jamais toucher l'adversaire. Alors, moi, je leur ai dit, mais quand même, j'avais mon traducteur qui était là, japonais. J'ai dit, mais écoute, je vais être un peu vulgaire, mais pas vulgaire du tout, on est avec des jeunes, j'en profite. Écoutez, faire des entraînements avec des boucliers, des carapaces, des boudins, ça s'appelle des boudins en fait de plaquage, c'est comme si tu préparais le mariage avec une poupée gonflable, quoi. Pour moi, le rugby, il faut se sentir, il faut plaquer, il faut que ça ouvre, il faut tirer sur le... Alors, imaginez le japonais en train d'essayer de traduire ça. Il n'a pas traduit son pari, donc je pense qu'il n'a pas traduit. Hein. Il ne pouvait pas. Bon, bref, voilà. Et la deuxième chose, je me rappelle, on jouait justement contre les Géorgiens, et à la mi-temps, on perdait 3-0. C'était à Kyoto, une ville merveilleuse, la belle ville du Japon, et historique. Et à la mi-temps, je rentre, je dis, mais moi je croyais que j'avais affaire à des samouraïs, mais j'ai affaire à des geishas. Et là, ça les a vexés, hein. Ça les a vexés, mais on a gagné. Mais il a fallu quand même que je m'exprime un peu plus posément dans le futur. On m'a dit, calme-toi, calme-toi. Mais c'était ma façon de vivre, c'est toujours ma façon de vivre. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et dans le monde pro aujourd'hui, et dans le monde BFM TV, Canal+, ça passe pas. Ça passe plus. On doit avoir un comportement avec les joueurs en disant, c'était pas bien, il faudra faire mieux la prochaine fois, je suis pas content. Alors moi je leur ai dit, à Langon, ils ont été nuls, des tocards, et il m'a dit qu'une chose, c'est de se lever à 6h du matin pour aller s'entraîner. Voilà, donc le Sud-Africain comprend, l'Argentin, un peu moins. Il aime bien son lit, son confort. On le sait tout ça, donc le Fidjien, de toute façon, il faut qu'il soit déjà couché avant de se lever, hein, donc il faut qu'il soit couché avant 7 heures, donc c'est déjà pas facile. Donc on a tous ces paramètres qu'on connaît, je ne suis pas du tout, vous savez bien que je vis avec eux depuis tellement de temps que je les apprécie énormément, mais bien sûr qu'on est obligé de s'adapter, et après il faut dire au patron, non, on les a levés à 7 heures du matin, on les fait un bon entraînement, c'est bien. Ils ne sont pas levés, hein, c'est pas grave, mais le patron est content, il sait qu'on a fait du bon boulot, les choses vont être mieux dimanche contre Saint-Médard, et là on va leur mettre 30 points. Voilà. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'à Rome, il faut vivre comme les Romains. Mais c'est un grand bonheur de s'ouvrir. Vous le savez, dans vos métiers, vous voyagez beaucoup, à condition de ne pas arriver avec ses idées trop figées. Mais rester soi-même, c'est quelque chose... et de 20 ans, 60 ans, c'est pas mal de rester soi-même, 70 ans même. C'est pas mal. Mais il faut évoluer, bien sûr. Voilà, j'espère que j'aurai répondu un peu à votre question. Vas-y. Pour moi, en tant qu'étranger qui vient en France, mon père il a joué ici quand j'avais l'âge de 8 ans jusqu'à 12 ans, donc j'étais ici à l'école, j'ai appris le français. Mais après, on a rentré en Afrique du Sud, donc j'ai tout oublié, j'ai revenu ici, j'étais obligé de tout apprendre, mais mon père il m'a toujours dit, t'es jamais chez toi. Donc c'était à moi de m'intégrer à la France, et c'était à moi de faire la progression, de parler, de communiquer avec les autres et tout ça. Il n'y a pas toujours tout le monde qui a cette ambition de s'intégrer aussi vite avec notre nation et tout ça, parce qu'ils ont différentes cultures, différentes façons de vivre et tout ça. Mais comme il a dit Jean-Pierre, quand on est en Rome, il faut vivre comme des Romains, quoi. Et moi, je crois toujours qu'il faut toujours s'intégrer, il faut toujours essayer d'apprendre une langue n'importe où, si tu es en Espagne, Italie ou en Argentine, il faut l'apprendre au plus vite possible. Comme ça, tu peux mieux t'exprimer plus tard. Et ça va juste faciliter les choses qui viennent avec, quoi. Bon. Quand j'avais pris la décision de partir, de quitter mon pays, c'était toujours pour chercher de faire du rugby au-delà. Et je suis parti à l'Italie, et c'est vrai que l'italien, c'est un peu similaire à l'espagnol. Depuis, en 3-4 mois, j'ai parlé un peu, et toujours à côté d'un club, et ça me permet de m'adapter très facilement. Et le plus difficile, c'était quand je suis parti à l'Espagne, même si je parle espagnol.
C'est bizarre. Moi, je suis tombé dans un club qui parle basque et l'euskera. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire dans la présentation, la Biscaye, c'est une province basque, une des 4 provinces basques, et c'est le Pays basque avant d'être l'Espagne. Ouais. Et ça, il faut l'intégrer. Et depuis qu'on était là-bas, toutes les combinations, toutes les choses qu'on faisait, c'était en basque. Depuis, c'était pas facile. Et moi, j'ai dit, moi, je préfère tourner à l'Italie. Et non. Parce que moi, ma ambition era de jouer dans les rugby, dans les pays de le rugby que c'est plus connu, que c'est la France. À l'Europe, tu dis les rugby, en France. En Angleterre, c'est connu aussi. Va habiter à l'Angleterre, que c'est la plus utilisée. Hein? T'as pas de soleil là-bas. Hein? Depuis, moi, je dis, je vais à la France. Et vraiment, avec les rugby, c'est facile. C'est facile parce que c'est toutes les mêmes choses, toutes les personnes, ils rigolent dans le terrain, il y a la même ambition. Et après, le plus joli, c'est la troisième mi-temps. Hein? Ça, vous faites n'importe quoi de ces sports et vous ne l'avez jamais, mais dans le rugby, tu as la troisième mi-temps et tu partages un navire avec la personne qui t'a battu tout à l'heure. Et du coup, ça te fait une intégration facilement. Ce que j'ai trouvé difficile, c'était quand je me suis marié avec une Argentine, elle a fait habiter ici à la France, ça c'est le plus dur. Hein? Et vous rigolez, j'entre tous les soirs à la maison et je la devais écouter parce que l'adaptation d'elle, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Et elle ne bosse pas, elle garde que les enfants. Et moi, je bosse toute la journée. J'ai fait des rugby, j'ai fait les entraînements de muscu, j'ai fait les entraînements de terrain. Et j'entre à la maison, j'ai mon troisième mi-temps là-bas, d'écouter et d'essayer de prendre un verre de vin pour l'écouter un peu moins. Hein? Vraiment, à côté de le rugby, l'adaptation, c'est très facilement. Merci. J'aimerais qu'on change de sujet maintenant pour parler d'un problème dans le sport et qui est présent de plus en plus dans le rugby. C'est la question du dopage. Alors, je vais prendre la porte d'ouverture de l'Afrique du Sud parce que vous êtes là. Et donc il y a eu le fameux cas durant la Coupe du Monde en Afrique du Sud où l'Afrique du Sud a gagné. Et il s'avère qu'aujourd'hui, la majorité des joueurs en fait, ont tous des problèmes de santé et il y a des forts soupçons en fait, de dopage de cette époque. Est-ce que ce ne serait pas un peu un fléau qui atteint tous les sports et qui finalement participe à une sorte de société spectacle et qui fait perdre l'essence du rugby, car le rugby c'est le partage, la passion, et là ça devient uniquement la conquête pure et simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous évoquez cette question du dopage? Je pense au jour d'aujourd'hui, le dopage, surtout en Afrique du Sud, je sais, c'est un gros souci parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gamins, ils peuvent obtenir une carrière professionnelle où ils peuvent gagner entre 20 et 30 000 euros par mois, par exemple, ici en France. Donc, à partir de 16 ans, les gamins, ils commencent déjà à se doper, quoi. Et quand je dis dopage, je ne parlais pas de protéines, créatine, BCAA, glutamine et tout ça. Je parlais des trucs vraiment costauds, quoi. Par exemple, je sais, il y a des gamins qui prennent du Ranaplex, Stanazol, tout ce qui est anabolisant. Donc, dans tous les sports pro, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu de dopage parce que même les spectateurs, ils recherchent que les athlètes, ils vont plus vite, faut que les contacts ils sont plus rudes, faut qu'ils durent plus longtemps, donc c'est toujours ça, quoi. Et en même temps, l'athlète, il sait, il y a un chèque derrière, quoi. S'il casse le type en face et il a une commotion cérébrale ou il casse les côtes de son adversaire, il sait il va avoir peut-être éventuellement un contrat plus gros, quoi. Donc au jour d'aujourd'hui, les dopages, c'est vraiment un souci, quoi. Pas qu'en Afrique du Sud, mais partout dans le monde, quoi. Surtout dans le monde de pro. Tout ça, c'est... Les Argentins, c'est plus l'assado, hein, le dopage. Mais c'est la culture aussi. Là aussi, on tombe sur une... en Argentine, c'est pas tout à fait... Le rugby est un sport plus de la haute société, un peu comme on avait en Angleterre. Donc, forcément, plus des gens aisés qui n'avaient pas forcément à aller chercher
quelques dollars de plus ou quelques euros de plus. Voilà, un Argentin, c'est un Italien qui parle espagnol et qui vit comme un Anglais. Hein, c'est ce qu'on dit. Ouais, le dopage. Alors sachez que d'abord que le dopage a toujours existé, existera toujours. Un président de club qui met 1 million d'euros ou 2 millions d'euros de sa poche, c'est du dopage. À partir du moment où les recettes ne sont pas au terrain, les publicitaires, que c'est simplement on rajoute de l'argent. Le Qatar, c'est du dopage. À partir du moment où on ne respecte plus l'identité sportive, c'est-à-dire qu'on donne la chance à tout le monde, on est dans le dopage. C'est vrai pour les collectifs et c'est aussi vrai pour l'individu. On est dans le dopage. Il y a combien de Français qui jouent pour l'équipe du Fidji? 0. Il y a combien de Français qui jouent pour l'équipe d'Afrique du Sud? 0. Donc les Français se dopent au rugby étranger en prenant les meilleurs jeunes et en les faisant venir à 16 ans sous des fausses... bon, bref, c'est tout un... Et le foot, c'est pareil. Donc comprenez que le dopage est itinérant au sport de compétition et professionnel. Point. Après, il y a aussi les produits chimiques, bien évidemment. À une époque des années 60, le Tour de France, c'était les amphétamines, le Captagon, le Maxiton, des trucs qui vous rendent fou, qu'on trouve maintenant chez Araka, là-bas, ou pour les rendre encore un peu plus fous, s'il en était besoin. Bref, vous voyez, ça a toujours existé. Simpson en est mort. C'est la vieille histoire pour vous, mais pour moi, c'est mon présent, c'est mes 15 ans. Les amphétamines existaient. On dit que les Saint-Étienne prenaient des amphétamines. On peut, avec le recul, on se dit, la Juventus fait des transfusions de sang. Platini, Deschamps. Donc on peut tout dire avec le passé. Il y a une omerta qui se fait, mais c'est vrai, ça a toujours existé. La seule problématique pour moi qui est avec le dopage et l'argent aujourd'hui, c'est qu'on a dans des stéréotypes, pas des stéroïdes, hein, des stéréotypes de joueurs. On met une image, une reproduction, une conception du rugbyman. Il fait 1m90, 120 kg, il court le 100 mètres en 11 secondes, il est increvable, il a pas mal à la tête, il a mal nulle part, et il se bat comme un chiffonnier. Et ça, c'est dommage parce que ça a été c'est la grosse erreur parce que les joueurs le pensent, les jeunes joueurs le pensent, leurs parents le pensent, vous qui êtes spectateurs le pensez, quelquefois même aujourd'hui, beaucoup d'éducateurs ou d'entraîneurs, éducateurs, je ne veux pas dire ça, le pensent. Et donc, on se trompe. Le rugby, c'est avant tout, comme tous les sports, pour passer une belle jeunesse. Pour faire que l'adolescent que vous êtes, ou l'enfant que vous étiez, l'homme que vous serez, ou la femme que vous serez, puissiez vivre en collectivité, avec des partenaires, avec des adversaires, et en acceptant même la justice, parce qu'il y a toujours un arbitre pour vous emmerder. Et la vie, c'est ça. Voilà, donc je crois qu'on a ce message-là qui fait vieux con, qui fait mélanchoniste, qui fait tout ce que dit, mais putain, j'en profite pour le dire, parce que vous faites une image du sport qui est fausse, c'est vous qui vous trompez, qui faites tromper tout le monde. Et je pense que pire, par les médias, on vous influe en vous disant le sport c'est ça. C'est Neymar, je sais pas, c'est Platini. Non, le sport c'est pas ça. Le sport c'est sur les plaines de jeu, le sport c'est dans les salles de sport, le sport c'est sur les plages, et c'est avant tout un moyen de communication, de communiquer, de partager et de vivre une belle jeunesse. Et quelquefois, quand vous n'êtes pas trop con, vous pouvez même vivre une belle vieillesse comme avec moi, puisque je peux être encore avec eux, et j'éduque toujours les enfants parce que c'est un grand bonheur et c'est un devoir. Mais comprenez-le, mais qu'aujourd'hui, on ne parle que des choses comme ça. Je vais vous donner 2 chiffres. Le budget des ministères des Sports, cette année, il a été descendu de 6-9%, il est autour de 500 millions. Je l'ai noté, mais faites-moi confiance. L'ambition des chaînes de télévision payées à la Ligue française de football, ça sera 1 milliard. On va donner 1 milliard pour voir des matchs de foot à la télé. On va donner 500 millions pour les 2 millions ou 3 ou les 10 millions ou les 20 millions de licenciés qu'on a dans le sport français. Voilà. Et là, vous avez tout compris. Donc, je ne sais pas si c'est nous qui sommes cons ou si on nous rend cons, mais j'ai l'impression véritablement qu'on nous mène en bateau. Et forcément, comment vous qu'un jeune dans ce milieu-là, quand on lui dit qu'il a une chance, un Géorgien qui gagne 300 € chez lui et qu'il a la chance de gagner 3 000, même 3 000 € en France, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Vous résisteriez, vous? Personne ne résiste. Un jour, vous brasserez beaucoup d'argent, vous verrez qu'il n'y en a pas qui mettent la main dans le pot de confiture. Donc forcément, le dopage existe et il existera toujours. Mais ce n'est pas cette phase qu'il faut toujours développer. On en parle, tu m'en fais parler. Moi, j'en ai pris 2 fois du Captagon. Une fois parce que j'étais malade, une fois parce que j'étais bourré de la veille. Je me suis battu comme un chiffonnier, mais j'ai fait 500 matchs sans rien prendre et j'en suis très fier. Mais j'en ai pris 2 fois et je sais ce que c'est.
Et ça rend fou, en effet, que ça rend fou. Et revoyez les équipes, c'est les plus vieux, quand vous verrez les matchs de rugby des années 70, 80, vous verrez bien que ce n'est pas des comportements humains. Des gens qui se mettent des coups de pied dans la tête, qui se battent comme des chiens, bien évidemment qu'ils étaient chargés. Ou alors ils étaient vraiment très cons. Ou mais je pense qu'ils étaient les deux, moi, c'est pas possible. Voilà. Voilà, bon, bref, il y a une autre image à donner. Notre débat, on va parler du dopage. Il existe en Afrique du Sud, il existe en France. Il existe en France, et je vous dis, bien sûr qu'il existe. Après, il y a le dopage des riches, comme on dit, il y a le dopage des pauvres, comme il y a la drogue des riches, il y a la drogue des pauvres, comme il y a l'alcool des riches, il y a l'alcool des pauvres. Un mec très riche qui saoule la gueule, ben, c'est un artiste, c'est très bien. Un pauvre, c'est un pauvre soulard. Voilà, ben, le dopage, c'est pareil. On prend toujours. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait pris un gars qui faisait des courses de catégorie 4 en football, en vélo, qui avait un vélo électrique, quoi, un moteur. Bon, ouais, voilà, on tombe, mais bon, c'est risible. Par contre, si un Italien ou plutôt un Suisse au nom italien en avait un il y a 3 ans pour gagner les championnats du monde dans la montre, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on ne va pas le dire? Par contre, il y a une omerta, ça c'est sûr. Là, par contre, là, c'est bien protégé, l'omerta. Hein. C'est l'omerta. Voilà, j'en ai assez dit de bien et de mal d'ailleurs. Il ne se dope pas, donc voilà. À l'assado, je dis ça bouffe, un Argentin, ça bouffe. Oh là là. Bon. Moi, la vérité, je ne connais pas beaucoup de choses. Moi, jamais je me dopé. Moi, j'ai pris juste des protéines, des vitamines pour essayer de donner un peu plus. Hein, parce que c'est quello qu'on essaye quand on prie des choses. Moi, je dis que la personne qui se dope, ça ne respecte pas à si-même. Et après, c'est par rapport à l'ambition. Je pense que la personne qui le fait, c'est par rapport à l'ambition, comme lui dit, c'est de gagner plus, de placer plus à la chaîne. Comme ça, tu vas avec ton contrat plus grand. De plaire plus à l'agent, hein, qui va te vendre plus facilement. Ouais. Bon, et c'est ça. Bref, l'argent. On a eu, au niveau, on voit qu'il y a une plus grande médiatisation du rugby aujourd'hui, et vous avez parlé évidemment du stéréotype du rugby aujourd'hui. En plus de ça, il y a par exemple eu l'affaire Laporte récemment, avec le problème de la commission et d'Altrad. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de l'image que ça renvoie du rugby? Qu'est-ce que vous pensez de ces affaires-là? Mais aussi, on a eu une vision assez négative là, du stéréotype du rugbyman. Quelles sont aujourd'hui les voies positives pour le rugby? Est-ce qu'il y a des belles choses qui vont être faites? L'ouverture des entraînements de l'équipe de France, par exemple. Ouais, et vous, messieurs, comment vous ressentez cette médiatisation plus grande du rugby? C'est de la com. C'est de la com. L'ouverture des entraînements, tant mieux. Je ne comprends même pas qu'on ait fermé. Déjà. Bon, bref. Non, tu sais, moi, le trad, tout ça, mais ça m'est complètement égal. Aujourd'hui, j'ai franchi le pas, j'en ai profité, j'ai bien vécu mon rugby. Merveilleusement, j'ai eu des éducateurs merveilleux qui m'ont dit jamais il faut frapper l'adversaire, sauf s'il te frappe avant. Et là, tu en rentres 2. Ouais, c'est chrétien. Il vaut mieux donner que recevoir. Des éducateurs qui m'ont toujours interdit de prendre des produits, qui nous ont toujours donné une certaine moralité. Ça, c'était le Stade Rochelet, et ça l'est toujours. Je veux dire, c'était la jeunesse, les cheveux courts et tout ça, c'était pas marrant. Mais on pouvait quand même un peu... Bon, bref. Et donc, tout ça pour te dire que moi, Altrad, qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi? J'ai rien à foutre. C'est des gens qui ont de l'argent, ils ne savent pas quoi faire. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est que tous ces gens qui ont gagné de l'argent, j'espère honnêtement, qui en ont tellement, ils sont inconnus. Aujourd'hui, d'être riche, ça ne te donne pas un nom. À part ça s'appelle Rothschild. Mais donc, ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont tout. Ils ont besoin de reconnaissance. Et donc, en passant à la télé, eh ben, ça y est, ils sont quelqu'un. Ils deviennent quelqu'un. Quand ça commence à s'intéresser à Altrad, il a écrit un beau livre, il a fait son entreprise, mais personne ne le connaissait, personne regardait, on regarde rarement les échafaudages, on a plutôt tendance à regarder ce qu'il y a derrière les échafaudages, et bien maintenant, on voit les échafaudages. Donc Altrad est connu. Lorenzetti, qui savait qu'il était propriétaire d'une grande boîte d'achat et de vente de maisons, de placement, personne ne savait. Boudjelal, qui savait qu'il avait un truc de libraire, je crois, d'imprimeur, je ne sais pas ce qu'il était. Hein, donc franchement, ceux-là, ils viennent chercher une notoriété. Et ils sont prêts à tout, ils mettent beaucoup d'argent. Et pourquoi, bon, je ne vais pas revenir sur le Qatar, on croit que je fais une fixation, mais pourquoi on fait tout ça? Pour être reconnu. On a besoin d'être reconnu en France. Il fut un temps, tu arrivais à la télé parce que tu étais quelqu'un. Et on donnait la parole à des gens qui t'apportaient quelque chose. La télé, c'était vraiment, t'écoutais,
des émissions, je ne vais pas vous les citer parce que j'ai l'impression de regarder la télé en noir et blanc, ça va vous faire... mais t'écouter des gens qui t'apportaient quelque chose. Maintenant, c'est parce que tu passes à la télé que tu es quelqu'un. Et donc, on met n'importe quel gugus, pour peu qu'il fasse rire, qu'il dise la plus grosse connerie, mais il passe à la télé, il a l'impression d'être quelqu'un. Ça a complètement changé. Mon vieux père me disait, il y a 30 ans, il y a 2 choses qui vont tuer le sport, le foot et la télé. Il ne savait pas que le rugby allait parce que c'était l'argent, parce qu'on parlait de choses qui ne sont pas intéressantes. Il faut revenir à des valeurs, elles existent, et dans le rugby, elles existent. Mais toujours, même si vous êtes payé, même si vous êtes dopé, si vous n'êtes pas solidaire avec votre partenaire, si vous n'avez pas des liens forts, eh bien ça lâche. Un point, c'est un point, vous le serrez. Une main, c'est une main, c'est déjà pas pareil, elle est ouverte. Et au rugby, on se partage entre ces 2 volontés, dans le sport, c'est d'avoir des liens très forts et être capable d'affronter un adversaire. Saint-Exupéry disait, un bon amant fera un bon guerrier fera un bon amant. Et le rugby, c'est ça. C'est être capable de s'aimer entre soi, mais être capable d'aller combattre aussi. C'était ça la pureté du sport. Et c'est ce qu'on doit faire découvrir à nos enfants. Accepter d'aller dans la boue, accepter de prendre un essai, accepter de ne pas être titulaire, passer du statut de remplaçant, parce que tout le monde ne peut pas jouer. Voilà, moi je suis un comment on appelle ça, pas un évangéliste, mais j'y crois profondément qu'on doit on apporte beaucoup à nos enfants par le sport, et notamment le rugby, parce que c'est un sport qui est dur, qui est riche, à condition qu'on sorte des stéréotypes d'1m90, je suis mal tombé là, et de 110 kilos. Il existe aussi des joueurs, on parlait de Parentis, le petit Serein, donc qui sort de Parentis en borne, et donc est international avec l'équipe de France de rugby, il fait 1m70, il fait 73 kilos, 75, peu importe, et il joue très bien au rugby aussi. Et c'est ce profil-là qu'on doit aussi valoriser, mais pas comme des bêtes de cirque, des raretés. Non, c'est des joueurs de rugby, ça c'est des joueurs de rugby, et des joueurs de rugby existent partout, comme les sportifs du dimanche, c'est un sportif. Voilà, donc je vous dis, je défends cette image. Le sport est merveilleux, le rugby est un sport merveilleux. Merveilleux, parce qu'il t'oblige à jouer avec des partenaires, à accepter l'arbitre soit injuste avec toi. Il te fait comprendre que tu n'es pas tout seul, il te fait comprendre que tu n'es pas le meilleur, et il te fait comprendre que tu n'es pas éternel. Et en fin de compte, c'est tout ça notre problématique en tant qu'être humain, entre jeunes ou vieux, c'est qu'un jour, on sait qu'on n'est pas tout seul. Il faut vivre avec des gens, qu'on n'est pas le meilleur, et parce qu'il y a meilleur que toi, plus beau, et que tu n'es pas éternel, parce que tu te blesses, parce que tu vieillis, parce que les gens vont plus vite que toi, et ben il faut l'accepter. Et si tu ne l'acceptes pas, ben, tu restes un enfant mal éduqué, un sale gosse. Voilà, comme disait je ne sais plus quel politique. Voilà. Et quant à la main dans la pot de confiture, on voit bien qu'il n'y a pas que les sportifs qui mettent la main dans la pot de confiture quand même. Hein. On va pas, et je ne parle pas que de dopage ou de drogue là. D'accord. Voilà, donc j'espère à ces discussions, moi c'est une grande chance pour moi de parler avec des gens qui sont des leaders, vous êtes des leaders, vous serez des leaders. Et tu parlais du Japon justement, où la richesse de l'université, de la scolarité est très forte. On appartient à l'université, il y a 30 000 personnes qui viennent voir la finale de rugby entre l'université de une contre l'autre, là je ne me souviens plus. Et là, ils sont universitaires, ils sont rugbyman, ils sont de cette université. Et il se passe quelque chose, et ils te rembauchent, ils t'embauchent parce que tu sors de cette université. Ça fait un peu clanique, mais il y a une histoire derrière. Voilà. Et notre sport, eh bien, ça nous permet aussi, quelque part, nos cicatrices, mes cheveux blancs, mon antériorité me permet aussi de discuter avec Siméon, de discuter avec mes grilles Federico. Et ouais, c'est ça, c'est une espèce de transmission qui se fait. Voilà. Le rugby est un beau sport. Je le défendrai toujours, même s'il y a des dopés, même s'il y a de l'argent, même s'il y a Altrad, même si la porte, vous remarquez, il sort de... Hein, vous savez d'où il sort quand même. Donc, bref, il ne faut pas être surpris, mais c'est dommage que ça cache tout ce qu'il y a de beau derrière, quoi. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde un dernier thème ensemble, c'est celui du rugby féminin, puisque dédicace aux coquillettes, qui est l'équipe de rugby féminin d'Audencia, qui sont présentes ce soir. Donc il y a eu la Coupe du Monde féminin, donc, qui a eu lieu là, cet été, où la France a malheureusement pas fini première, mais quand même sur le podium troisième. Je voulais savoir comment faire pour développer plus le rugby féminin en France et dans les autres pays. Est-ce que dans les autres pays, c'est assez développé ? Et comment faire pour faire vivre voilà, le sport au niveau féminin de manière plus forte, par exemple dans les médias, parce qu'on voit que voilà, le foot, même si le foot féminin avance un peu, le foot masculin est omniprésent. Est-ce que vous avez des idées ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je vais répondre pour le sport mondial. Je crois qu'en Afrique du Sud, c'est pas très élevé. Il n'y a qu'à voir les résultats. Hein, vous n'êtes pas très bon. L'Australie et tout ça. Donc, il y a en Angleterre, bien évidemment, la Nouvelle-Zélande, parce que c'est des pays de rugby, et la France, parce que là aussi, on met quelques moyens. La France est un pays très riche, avec beaucoup de pauvres, mais c'est un pays très riche. Et donc, il met beaucoup de moyens, et c'est pour ça qu'il arrive à avoir quelques résultats. D'ailleurs, je vous dis un petit exemple. J'ai entendu la capitaine de l'équipe de France féminine qui disait, Mignot, qui va jouer en Angleterre, donc, qui dit « Oh, la fédération et la Ligue ne veulent pas nous aider à devenir professionnels. » Comme si c'était ça l'objectif final de devenir professionnel. Et encore, c'est une femme qui a 30 ans, 35 ans, qui dit « Non, il faut que le rugby féminin existe parce que ça fait bien aux filles de s'exprimer aussi dans la boue. Il n'y a pas de raison qu'elles restent toujours avec leurs poupées ou à faire des sports de la gymnastique. Elles peuvent faire du rugby, mais surtout qu'elles ne copient pas le rugby masculin. C'est pour faire des ballons portés et des mêlées. Franchement, il y a plus féminin quand même. Voilà. Les filles vont un peu moins vite et donc elles jouent mieux. Elles ont de la réflexion. Elles savent que la force ne résout pas tout. Et donc, moi, je prends beaucoup de plaisir à les voir jouer. Et en plus, je prends beaucoup de plaisir à les entraîner. Mon frère s'occupe d'une équipe féminine, donc il me demande de temps en temps de venir. Je me régale par leur écoute. Elles sont comment dirais-je, ouvertes, quoi. Elles ont envie de découvrir. Et elles viennent au rugby, c'est pas parce que leur mère ou leur père leur a dit d'y aller. Hein. C'est qu'elles ont envie de venir. Et donc, tu as déjà gagné, quoi. Tu as déjà gagné. Ceci étant, qu'on ne fasse pas un plagiat de notre rugby masculin. Je vais vous donner un petit exemple. Les filles jouent avec le même ballon, les filles majeures, enfin entre guillemets les seniors, jouent avec le même ballon que les hommes. Il existe dans le rugby 4 formes pas de forme, il n'y a qu'une forme, mais il y a 3 ou 4 trucs. Pourquoi elles ne jouent pas avec le numéro 4, comme les cadets? Non, on veut faire comme les garçons. C'est une réponse con, mais en attendant, c'est comme ça. Elle veut jouer avec des gros ballons. Du coup, on perd un peu de... Forcément, les mains des filles sont un peu plus petites que celles des hommes, hein, que je sache. Et donc, elles perdent un peu de manipulation, c'est dommage. Voilà, elles veulent pas. Voilà, elles veulent faire comme les hommes, enfin celles qui décident. Mais le rugby à 12 pour les filles, à 8, c'est merveilleux, à 7, elles nous régalent aussi. Bref, c'est un très beau sport qui est valable pour tout le monde. Les Sud-Africains, les Argentins, les Français, et les filles, et les garçons, et les vieux aussi, et les jeunes. En Argentine, il n'y a pas non plus, hein. Alors, en Argentine, parce que moi, j'ai beaucoup voyagé, et puis j'adorais les Argentins. Et les Argentines aussi, d'ailleurs. Elles sont belles, c'est vrai qu'elles sont belles. Hein. Et donc, il disait, en Argentine, les filles jouent au basket, les garçons jouent au football, et les hommes jouent au rugby. C'est ça. Vous voyez, ils sont un peu machos quand même. Bref, il faut les prendre comme ils sont. Non. Elles restent à la maison, vous avez entendu. Hein. Elles s'occupent des enfants, et elles attendent la fin de la 3e mi-temps. Voilà. Là, vous avez un macho, hein, macho. Non, je pense au rugby féminin, on n'a pas besoin de faire grand-chose parce que c'est une nouvelle, c'est entre guillemets une nouvelle découverte pour toutes les femmes et tout ça, et ça commence à devenir de plus en plus populaire. Même pour la population, ils s'intéressent plus au rugby féminin aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc dans tous les pays, ça progresse, surtout en Nouvelle-Zélande, je sais, surtout... Surtout en Nouvelle-Zélande, je sais, ils ont fait beaucoup de progrès ces dernières années, quoi. Donc, je pense qu'il faut juste attendre, il faut laisser le temps se faire, quoi. Sachez que c'est quand même les filles qui sauvent la Fédération française de rugby. Hein. Ouais, parce que s'il n'y avait pas toutes les filles qui s'inscrivent, on serait en déperdition sévère. On est en déperdition sévère déjà, et s'il n'y avait pas les filles, ça serait un gouffre. Voilà, donc on peut s'en inquiéter. Hein. Sachez que... Pardon, merci de m'applaudir, c'est la vérité. Je n'étais pas copain ni avec l'un ni avec l'autre. Donc, moi, je suis le Mélenchon, contre tous. Hein, contre tout et contre tous. Voilà, donc les filles nous sauvent. Je pense que les filles sont l'avenir de notre rugby parce qu'elles vont voir un rugby autrement. Elles seront mères un jour, c'est une évidence, elles sont faites pour ça. Et elles donneront à leurs enfants une autre image de notre rugby que l'homme, quelquefois, qui voit un peu trop les choses primairement. Voilà, donc la femme est encore l'avenir de l'homme au rugby aussi. Un dernier thème avant les questions du public. On aimerait parler un peu de la formation des jeunes rugbyman. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce qu'il faut réintégrer les jeunes dans les clubs? Oula. Est-ce qu'il faut réintégrer les jeunes dans les clubs? Est-ce que c'est toujours bien de faire venir les étrangers? Quelles sont les pistes? Comment on développe ça? Quel est l'état aujourd'hui de la formation? Ça va aller ou pas? Je vais encore être
critique, je vais chier, mais bon, c'est comme ça. Écoute, aujourd'hui, on rentre dans l'école de rugby avec l'image, la projection. Je serai mon fils, mon élève, moi, donc je suis jeune, j'ai 7 ans, je serai international, je ferai 1m90, je ferai 100 kg, je bousquerai tout, je serai Bastaro, je serai, je ne sais plus comment, je serai Chabal, voilà, bref. Donc forcément que ça déclenche un processus de réflexion des éducateurs, ben, ça n'a d'aucune réflexion, puisque ça devient un sport de collision. On ne cherche donc, l'objectif de l'éducateur, c'est plus d'avoir une équipe qui progresse, qui joue, qui prend du plaisir, qui est heureuse, c'est d'avoir une équipe qui gagne. Moi, je dis que la compétition précoce en France, on est le pays où il y a le plus de champions de France. Il y a au moins 50 titres de rugby qui sont donnés chaque année. Et on n'arrive plus à se qualifier pour les demi-finales du monde, du championnat du monde. Vous comprenez? La compétition est la pire comment dirais-je, c'est la meilleure des choses, mais c'est la pire des choses pour ce qui est de la compétitivité future. Moi, je fais des parallèles souvent. Je vous dis, j'ai quitté l'école à 16 ans, ou plutôt on m'a fait quitter l'école à 16 ans. C'était une bonne décision. Et j'ai apprécié. J'ai dit, on veut que tout le monde ait son bac. Pour qu'une année après le bac, il y ait 40% des gosses qui ont eu le bac, qui ne savent pas où aller, qui n'ont rien. Et bien maintenant, c'est pareil pour le rugby. On veut que tout le monde soit pro. Et en fin de compte, il y en aura 1 sur 1000 qui sera pro. Je ne parle pas des étrangers qui arrivent, là, en l'occurrence, c'est à peu près le pourcentage. Si vous n'intégrez pas une centre de formation, vous avez 1 chance sur 1000 d'être pro. Si vous intégrez un centre de formation, vous aurez une chance sur 10. Quelle est l'école qui pourrait se permettre d'avoir, à la fin de sa formation, qui est un poste sur 10? Eh bien, nous, on continue. Et on continue. Et on fait de plus. Tu disais tout à l'heure, le rugby n'est pas un sport clivant. Oui, parce qu'il y a des petits gros, parce qu'il y a des petits malins, il y a des gars qui courent très vite. Mais non, simplement, non. Il est clivant aujourd'hui. Parce qu'il y a le monde des pros et il y a le monde des amateurs, qui n'a jamais été si amateur. Aussi. Mais il y a pire, c'est les amateurs qui se pensent pros. Mais en l'occurrence, donc moi je dis qu'on est foncièrement en danger. Et si on perd des licenciés, ne croyez pas que ce soit parce qu'il pleut trop ces dernières années, que les terrains sont trop gras. Non, c'est parce que les gosses qui rêvent, à un moment on les réveille, et ils se disent, mais j'ai rien à faire dans le rugby puisque je ne suis pas venu chercher ça. Je suis venu chercher des copains, je ne suis pas venu chercher du bonheur, je ne suis pas venu chercher pour m'exprimer physiquement, je ne suis pas là pour m'exprimer moralement, pour m'exprimer intellectuellement, socialement. Je suis venu là pour être pro. Je ne peux pas. Donc j'arrête. Et j'arrête avec rien, pas de bagage, puisque je suis passé à côté de l'essentiel. Et ben, je pense que notre scolarité aujourd'hui, je vous dis, je trouve qu'on se trompe. On m'a fait travailler à 16 ans et c'est très bien. J'étais fait pour ça, pour travailler. J'ai vite compris aussi que c'était dur le travail, donc j'ai fait du rugby. Mais comprenez, et là, dans notre rugby aujourd'hui, on s'est trompé. Voilà, on se trompe et on continue à faire de l'élitisme. Sachez qu'il y a des compétitions minimes maintenant, c'est-à-dire U14, comme si on ne peut plus dire minime, U14 c'est under 14, où on fait entre clubs pro. Ça veut dire que dès minimes, on va recruter des gosses. On va faire sortir de chez eux. Et les parents font 30 km pour les emmener alors qu'ils ont une école de rugby à côté de chez eux. Donc ça appauvrit bien évidemment les petits villages où il y avait 12 minimes, 13 minimes, il y a le meilleur qui part, et ben c'est peut-être 10 gosses qui vont plus jouer, parce qu'ils perdent tous les dimanches, parce qu'ils sont passés, et puis donc, ils se retrouvent dans des situations d'échec. Et celui qui part n'est pas sûr de réussir en plus, et il ne reviendra pas. Parce qu'une fois que tu as goûté au confort, et rappelez-vous aussi que même si vous êtes très bien ici, c'est parfait, souvent, malheureusement, j'aime à dire que le confort rend plus con que fort, et que c'est un problème dans notre sport où il faut être dur justement. Et quand on voit les salles de muscu qu'ils ont maintenant, et moi j'étais en Afrique du Sud, c'est pas ce niveau-là, quoi. Enfin, quand ils sont en formation, les gosses, ils sont pas avec les barres rutilantes et les jeunes filles qui font du sport à côté. Ils sont dans le dur, quoi. Voilà. Donc je vous dis aujourd'hui, pour moi, on se trompe complètement. Complètement. Le rugby français se trompe. Il suit la formation ne sert plus que les formateurs, en fait, quoi. Il n'y a que qui s'y retrouvent, ils ont leur feuille de paie à la fin du mois, ils ne font pas grand-chose, ils sont au chaud, devant leur ordinateur, et puis en fin de compte, le bas peuple, il se démerde. Et il sortira, de toute façon, le bon sortira. Hein. Le très bon, le mec qui fait 1m90, 120 kg, qui court le 100 mètres, qui est à droit, il sortira du rugby. De toute façon, on n'a besoin de personne, entre guillemets, je crois. Voilà. Donc, voilà, je suis négatif, je suis désolé. Je parle beaucoup de bien du rugby, je défendrai le rugby toujours, je l'espère encore longtemps, mais je ne peux pas dire du bien de la fédération, je ne peux pas dire du bien de sa politique, je ne peux pas dire du bien de la Ligue, je ne peux pas dire du bien de l'équipe de France. Non, je pense qu'on se fourvoie, quoi. On se fourvoie comme beaucoup d'autres d'ailleurs ailleurs, dans d'autres situations.
Pour moi, je pense, je ne sais pas ce que tu penses Jean-Pierre, mais il faut qu'il s'adapte parce qu'il y a, comme tu dis, il recrute les minimes maintenant, mais aussi il recrute de plus en plus de Sud-Africains, Nouvelle-Zélandais, Australiens, Anglais à partir de l'âge de 8 ans. Je sais, de 18 ans. Je sais, il y a Montpellier qui a signé un contrat avec une école en Afrique du Sud, justement pour recruter les jeunes, pour qu'ils passent les formations françaises pour venir GIF un jour. Donc ça, c'est un gros souci aussi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs français qui ne va jamais avoir la chance de jouer dans une équipe 1, dans une équipe, quoi. Donc il y a beaucoup de talents qu'on va perdre, quoi. Qui sont perdus. Et bon, ça, c'est un exemple. Donc, le principe, comprenez, on met des écoles de formation, des centres de formation au Fidji. Donc, le gars prend une licence à l'ES Montferrandaise, à Clermont-Ferrand, Clermont. Du coup, au bout de 3 ans, il vient chez nous, une fois, il l'emmène avec les parents. Donc, il a signé un visa 3 ans plus tard. Et même s'il est resté 3 ans aux îles Fidji, il est considéré comme GIF. Donc, maintenant, on va passer à 5 ans. Hein. Bon, mais on va les prendre à 13 ans, du coup. Oui, je veux dire qu'il n'y aura pas de limite. Et alors, ce qui m'avait le plus surpris quand je discutais, moi je suis de Baïgori. Baïgori, ça veut dire la rivière rouge en basque, et le village rebelle. C'est là où s'est passé pas mal de choses, pas toujours très belles. Et Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est la belle ville, vous savez, ça passe, le chemin de Compostelle, tout le monde il est bon, tout le monde est gentil. Donc on est à 10 km, mais on est complètement différents. Et je discutais avec le président de la fédération, Camou, qui est de là-bas. Je lui dis, mais pourquoi vous ne faites pas 5 joueurs formés au club dans toutes les équipes? Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est tout simple. Pourquoi vous n'autorisez pas que 3 étrangers sur le terrain? Et chaque réponse, comme tous les politiques, on ne peut pas. Il y a les lois, il y a l'Europe, il y a la Suisse, il y a, je sais pas ce qu'il y a le Cotonou. Ils nous inventent toujours des lois qui ne peuvent rien faire. Je me demande pourquoi ils sont élus d'ailleurs. Ils devraient dire, puisqu'on ne peut pas, on se démet. Voilà. Et en l'occurrence, c'était cette on ne peut pas. Les Anglais, ils ont trouvé des solutions. Tout le monde trouve des solutions. Les Japonais ont trouvé des solutions. 2 joueurs étrangers sur le terrain, 2 joueurs sur le banc. C'est-à-dire que les 2 joueurs qui rentrent ne remplacent que le joueur, l'autre étranger. Voilà, sauf qu'ils ont toujours les mêmes postes, donc ça leur crée d'autres problèmes. Mais ils décident, c'est comme ça. Et si tu fais le con, tu es pris à 5h du matin torché et que tu te bats, on te donne ton contrat ou pas, on te donne ton passeport et tu retournes chez toi. Donc il y a des possibilités. Il n'y a qu'en France que les lois, soi-disant, nous empêchent de tout. Comme si on pouvait. Ceci étant, je pense que la porte a mis un peu rétropédalage et va avancer. Mais je dis, en plus, on est prédateurs, quoi. Si non seulement on se pourrit nous-mêmes, mais on est prédateurs chez les autres. Aujourd'hui, la meilleure équipe, la 3e province sud-africaine, elle joue en France. Elle joue en France. La 6e province néo-zélandaise, elle joue en France. Aujourd'hui, il y a des Fidjiens qui refusent de jouer avec leur pays et des Géorgiens parce qu'ils savent que dans 6 mois, dans 1 an, ils seront éligibles français et ils pourront jouer avec l'équipe de France. Et vous imaginez que là, c'est tripler le salaire, quoi. Donc, on est en plus prédateurs. Et donc, non seulement on fait du mal, alors on a été avec les Argentins, qui ont obligé de prendre des décisions drastiques, c'est-à-dire, si tu quittes l'Argentine, le pays, et tu vas jouer dans d'autres clubs, tu n'es plus sélectionnable. Alors on invente la 60e sélection, peut-être, bon, pour les vieux, qu'on 30 ans, bon, on dit en 10 ans, pour le club, tu peux partir. L'Australie fait ça. Au bout de 60 sélections, le Pays de Galles va le faire maintenant. C'est-à-dire que si tu as plus de 60 sélections, tu peux venir jouer en France. Bon, c'est un moindre mal. C'est une récompense, en quelque sorte. Mais en plus, le rugby français est prédateur. Sachez que sur 1 euro qui se dépense, enfin 2 euros qui se dépensent pour le monde professionnel, il y a 1 euro qui se dépense en France. Dans le monde. Sur 2 euros qui sont dépensés dans le monde, pour le monde professionnel, il y a 1 euro qui est en France. Un peu moins, 90 centimes. C'est énorme. Donc tout le monde vient là. Et le paradoxe, c'est qu'il y a des clubs d'honneur ou de première série qui ont leurs Fidjiens. Et c'est de la viande. Hein. C'est de la viande. On les prend, on leur donne 800 euros, 1000 euros, et puis démerde-toi. Hein. Mais il suffit de regarder quelques émissions qui grattent un peu, qui font voir ces situations. C'est incroyable. Voilà. Bref. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, notre politique va aller vers le mieux. Je crois quand même que Laporte, s'il arrive à se dépatouiller du pot de confiture, il pourra peut-être arranger les choses. S'il arrive, hein, c'est pas sûr. Donc merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer aux questions du public. Donc il y a des personnes qui vont passer dans les rangs avec des micros et qui vont vous donner, je crois.
Ouais, donc est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Dommage. C'est bon? C'est bon là? D'accord. Monsieur Lissalde, bonjour. Vous nous avez pas mal parlé de votre expérience au Japon. Et du coup, je voulais savoir ce que vous, en tant qu'ancien entraîneur du Japon, vous aviez pensé en 2015 lorsqu'une équipe qui était jugée comme une petite équipe a réussi à battre justement l'une des 3 plus grosses équipes mondiales à la Coupe du Monde. J'étais vraiment très très heureux. J'ai vécu avec eux des grands moments. Vraiment, c'est un pays extraordinaire, je ne le dirai jamais assez. C'est un pays qui n'a rien et qui est la 3e puissance mondiale, je crois. Et c'est un pays qui n'a rien, pas de sous-sol. C'est un pays qui a été bouffé par la Chine, qui a vécu, vous savez, un peu comme les Allemands d'ailleurs, ont suivi très fort l'après-guerre, hein, avec beaucoup de pression, et ils sont devenus des grands pays, avec comment on appelle ça, un respect mutuel, vraiment. Alors il y a aussi des trucs, mais vraiment c'est très intéressant. J'étais très heureux parce que ce jour-là, ils ont été japonais pendant 80 minutes, mais ils ont été aussi assez malins. Et ça, c'était pas leur point fort. Naïfs, ils sont naïfs, quoi. Ils sont déjà, pourquoi ils n'arrêtent pas de se faire voler les appareils photo, le pognon, tout ça à Paris? Ils sont d'une naïveté, c'est incroyable. C'est pour ça qu'ils restent toujours ensemble aussi. Comprenez-le. Ils ont confiance en tout le monde. Ça n'est pas envisageable qu'on leur vole, qu'on leur rentre chez toi. Donc, ils arrivent ici, c'est des proies faciles. Hein. Et donc, j'étais vraiment très heureux. Il faut savoir aussi que leur entraîneur, Eddie John, c'était un Australien de mère japonaise, qui a su faire une mixité, c'est-à-dire avoir la qualité humaine du japonais. Hein. Le samouraï, c'est pas une image. Hein. La geisha aussi, c'est pas une image. Hein. C'est vraiment ça. Et l'intelligence et le savoir-faire de ce monde moderne, c'est-à-dire qu'il a adapté ces forces-là au monde moderne qu'est l'Australie, quand même, qu'on peut pas faire comme nouveau monde, entre guillemets, quoi. Voilà, donc j'étais vraiment... J'en ai pleuré. Pas parce que c'était du Sud-Africain, j'adore le Sud-Africain. Surtout quand il fait 2 pètes. Merci. Merci. Monsieur Elissalde, messieurs du SNUC, merci beaucoup d'être venus, ça fait très plaisir. C'est moi qui parle. Ouais, mais je peux pas, j'ai mon PC. Mais bref. Donc merci vraiment d'être venus, ça fait super plaisir. Et merci Iségoria aussi d'organiser cette conf. Ma question, c'était... Putain, j'ai zappé, j'ai stressé. Allez. Je suis juste heureux d'être là, en fait. Non. Alors, il paraît que dans ces moments-là, il faut penser à autre chose. Ça arrive. Il ne faut pas se crisper. On va peut-être prendre une autre question en attendant. Ah non, c'est bon, ça me revient, bon. excusez-moi. L'émotion est passée. Je voulais savoir, dans votre carrière, vu que nous on fait une école de commerce, pour certains d'entre nous ici dans la salle, on est passionnés de rugby, et on voudrait savoir si vous, dans votre carrière, vous avez croisé des gens qui ont fait des écoles de commerce pour avoir un peu une idée des types de métiers qu'on pourrait éventuellement faire pour se rapprocher du monde du rugby voilà, plus tard. Merci. Alors, quel type de métier? C'est nous, tu sais, les gars qui étaient dans le commerce, c'était les représentants Ricard, surtout. Merci. Et il faisait les 3e mi-temps. D'ailleurs, c'était pas, on peut pas dire que ça soit, c'était extraordinaire. Mais bon, c'était comme ça. Non, qu'est-ce que j'ai rencontré? Je sais pas. Mais je suis pas un commercial. Hein. Franchement, c'est bête à dire, mais je suis pas un commercial. Hein. Donc les gens que j'ai rencontrés, les hommes que j'ai rencontrés, ils étaient sous un autre pan, on va dire. Hein. Voilà. Donc je me souviens pas d'y répondre à ta question. Je crois que le sport te fera comprendre et mieux vendre, si j'ose dire, mieux connaître. Je crois que dans votre métier, c'est la première chose qu'on dit, non? Il faut connaître. Et puis quand le gars dit non, on commence à... Le métier commence. Voilà, c'est un peu ça. Sauf au Japon, où ils disent oui, mais ça ne veut pas dire oui, ça veut dire je t'écoute. Mais non, ils te disent c'est non. On va dire c'est non. Voilà. Hein. Bon, bref, voilà, non, je ne peux pas répondre à ta question, mais c'est vrai qu'on fait des belles rencontres en rugby. Vraiment de très belles rencontres. Et ce n'est pas forcément dans les endroits les plus brillants. Mais ça peut être aussi dans les endroits les plus brillants. Voilà. Mais moi, je ne remercierai jamais assez les éducateurs que j'ai eus. Jamais. Vraiment, quand j'y pense,
c'est de la dévotion. Venir sur les terrains le soir, hein, à 7h30 à La Rochelle. Il dit qu'il pleut jamais en France, mais il est gentil, sauf à La Rochelle alors. Et toute ta vie comme ça, tu as des gens qui sont là pour t'aider, chapeau. Surtout qu'on n'était pas des garçons faciles non plus. Hein. Pour la troisième question, on va appeler un expert du rugby au téléphone qui va faire une petite question en ligne. Je le mets en haut-parleur et normalement il va décrocher. On est chez le high-tech là. Allô papa? Ouais. Vous entendez quelque chose ou pas? Là, j'entends bien. Vas-y. Alors, est-ce que tu peux poser ta question, s'il te plaît? Maintenant? Ouais. Tu peux y aller. Bonsoir, monsieur Lissalde. Bon, une petite question. Comment pensez-vous rivaliser avec les nations du Sud, en l'occurrence les All Blacks? Quel jeu pratiquer? Merci à vous. Merci, papa. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est comment rivaliser avec les nations du Sud en termes de jeu, et notamment les All Blacks. Il fait référence au fait que maintenant les nations du Sud pratiquent beaucoup plus le jeu d'évitement, tandis qu'en France, comme vous l'avez dit, on cherche davantage à passer les lignes. C'est une question un peu technique. Mais je te dis, ça fait un siècle et demi que les Blacks nous mettent des tôles. Un pays de 5 millions d'habitants où il n'y a que des moutons. On dirait le Pays Basque. On dirait que c'est le Pays Basque, un peu plus grand. Un peu plus grand. Okay. J'ai dit, moi j'étais, après mon première année de bac, j'étais là pendant 1 an, jouer là-bas et travailler, et c'est vraiment ça. Oui, il n'y a que ça, il n'y a que des moutons et ils jouent qu'au rugby, quoi. Voilà. Dès l'âge de 4 ans, quoi. Ils sont nés avec un ballon dans les mains. Et ils jouent. Même en parlant, il dit, ils jouent. Ils font des catégories. Nous, en France, on va chercher toujours le gros et on le met à un endroit où il n'est pas probable. C'est-à-dire, il est gros, on le met à l'ouverture pour qu'il renverse tout le monde. Voilà. Ou on le met deuxième ligne toute sa vie, il va jouer deuxième ligne, il va connaître que ça. Il n'aurait vu que de l'herbe de toute sa vie. Non, je te dis, c'est une question. Les Néo-Zélandais font du rugby, c'est une religion, c'est un mot qu'on emploie comme ça, c'est trop facile, mais tout est éducatif chez eux. Les jeux sont éducatifs. Ils ne jouent pas à plaquer avant l'âge de 10 ans, 12 ans. Ça n'empêche pas de nous mettre des tampons après. Ils ont une mixité de couleurs. C'est vrai qu'aussi, ça c'est important. Ils ont des qualités athlétiques, mais c'est avant tout une philosophie. Ils aiment le rugby. Ils aiment le rugby. Pas pour ce que ça rapporte, pour ce que ça donne. Ce qui est complètement différent. Et parce que tu vas jouer contre des équipes, on a été joué nous là-bas, tu joues contre des équipes de 4e niveau, c'est les mêmes. Sauf qu'ils vont moins vite, sauf qu'ils sont moins costauds. Mais ils jouent tout le temps. Ils jouent. Et nous, on veut gagner. On met en place des stratégies, même quelquefois, en trichant pour gagner. Voilà, donc je pense qu'on n'y arrivera jamais. Jamais. Sauf si on a fait signer tous les Néo-Zélandais en équipe de France, qui est peut-être l'objectif final. La prédation. Hein, voilà. Et alors, si les Sud-Africains jouent mieux, c'est que tous les vieux cons sont partis en France. Eh ouais, mais tu reprends, ils sont obligés de renouveler. Ils sont obligés, les gars, parce qu'on arrive à maturité physique à 30 ans, 28 ans. Et donc ils sont partis. Donc ils ont des jeunes qui ne peuvent pas jouer forcément comme quoique les bêtes, tout ça, c'est des beaux bébés. Mais ils ont des jeunes de 25 ans aujourd'hui, qui ont deuxième ligne, qui ont 60 sélections, 65 sélections. S'ils continuent leur carrière, ils arriveront à 130 sélections. Au rugby, c'est exceptionnel. Voilà. Et on parle de nous, mais je parle pour les Argentins. Mais vous voyez jouer les Argentins, c'est des joueurs de balle. Comment un pays où ils n'ont pas de nageurs, pas de coureurs, ils arrivent à bien jouer au football et à bien jouer au rugby? Parce que ce sont des joueurs de balle ou des tennisman. Et la balle, chez eux, c'est un moyen d'expression. Nous, on est dans la collision. On n'a rien compris. Et on s'enferme là-dedans. Voilà. Alors, c'est pas encore très positif à ton papa, tu vas dire. Hein. Mais heureusement, il y a Serein qui sort de Parentis. Donc, bon, enfin, un Serein, ça fait pas... Hein, ça fait pas un vol, hein, tout ça. Voilà. Bon, merci beaucoup. Bon, du coup, on va passer à une autre question du public. Merci pour ce bon moment. Moi, ma question, c'est pour vous, monsieur Lissalde, mais plus particulièrement pour les joueurs, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage vidéo et de tout ce qui est nouvelles technologies dans le sport, dans le rugby, et puis maintenant dans le foot, c'est le débat. Il faut savoir ce que vous en pensez.
Si vous êtes pour, si vous êtes contre. Ah, d'accord, ok. Non, autant pour moi. Non, ben écoute, la technologie aujourd'hui, c'est quelque chose assez utilisé dans tous les sports. Par exemple, aujourd'hui, les joueurs ils jouent avec les GPS sur le dos pour savoir combien de kilomètres ils courent, comment ils travaillent pour pas tricher sur le terrain, tout ça. Ils prennent le battement de cœur. Même aux entraînements, maintenant, ils le font aussi justement pour voir si les joueurs ils trichent pas, quoi. Même dans les équipes fédérales 2, ils utilisent les vidéos surtout pour installer une tactique et un stratège de jeu pour gagner, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qui va s'évoluer de plus en plus avec les années à venir. Et même ils font des entraînements individuels pour les joueurs dans les foot, et les rugby ils commencent à pencher vers ça aussi, quoi. Donc ils font un entraînement plus adapté, mélangé justement avec ces choses-là, quoi. Il ne faut pas confondre le GPS avec le bracelet électronique, hein. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pour surveiller. Ceci étant, on a des informations qu'on a visuellement. Là encore, c'est pas la peine d'avoir fait bac plus 12 pour savoir qu'un troisième ligne il n'a pas plaqué, ou qu'un centre il bouge pas son cul, ou qu'un demi-mêlée a loupé ses 3 passes. Donc je crois que ça fait entretien, on vend du matos. Ça crée des emplois, donc on ne va pas se plaindre, mais ça ne sert pas à grand-chose, sincèrement. Et on en revoit d'ailleurs avec les arbitres. Quelquefois, c'est vrai que ça permet les arbitrages, pardon, ça aide, mais quelquefois, ça n'apporte rien. On est toujours dans le subjectif, hein. Ces fameuses passes en avant qu'on nous explique. Oui, mais il avait les mains qui donnaient vers l'arrière, bah oui, c'est ça, ouais. Dis ça sur la route à un flic, mais non, mais je conduisais, mais ben, non, il te sanctionne quand même. Donc, je dis, bof. Ça crée des emplois. Parce que s'il y a une chose, par contre, où on est très fort en France, c'est au niveau des arbitres, des anciens arbitres, des très anciens arbitres, des jeunes arbitres. Ils sont tous là tout le temps. Ils passent de l'apprentissage, la touche, tu sais, ils vont rien. Après, ils vont sur le terrain. Après, ils sont à la vidéo, tant qu'ils voient. Et après, ils sont managers de match. Ils supervisent les jeunes arbitres. Et là, il n'y a pas un étranger, hein. C'est-à-dire que les lois, en fait, pour les joueurs, on fait rentrer les bestiaux comme on veut. Par contre, nous, les arbitres, c'est un peu comme nos élus, il n'y a pas d'étrangers non plus, tu vois. C'est toujours les mêmes, on se repasse. Et on fait rentrer par contre des travailleurs, tout ça, on fait rentrer de l'argent étranger, des travailleurs. Mais par contre, les dirigeants restent français. C'est valable pour tout le monde, sauf pour nous. Et bien les arbitres, c'est pareil. On fait venir des étrangers, on fait venir d'eux, mais nous, on reste. Et en plus, donc, on s'est créé 2 postes à la vidéo, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Le nombre d'arbitres qu'il y a sur un terrain aujourd'hui, vous seriez surpris, hein. Et de délégués, et celui qui vient voir, parce qu'il y en a même qui mesure, qui regarde la qualité de la pelouse. Il y a un gars qui est payé à la Ligue pour regarder classer les pelouses. C'est pas beau, ça. Mais c'est des gens comme vous qui sortent des grandes écoles, en plus, hein. Attention. Pas un mec qui a fait les pelouses, qui a travaillé à la mairie, aux espaces verts. Non. C'est un mec qui sort des écoles, attention. Voilà, bah voilà. Bon, bref, moi, ça me fait sourire. Pendant ce temps-là, on est moins sur les terrains pour s'occuper des gosses, hein, ça c'est sûr. Bon, enfin bon, voilà. Bon, j'y pense pas grand bien à ça non plus. Bon, j'espère qu'il y en a qui va faire dire de bien quelqu'un, quand même, hein. Oui, bonsoir, monsieur Elissalde. Alors, si, moi j'ai joué en Argentine. Alors là, celui qui s'occupe de la pelouse, par contre, il est viré, hein. Quand tu joues sur des terrains, c'est comme ça, hein. Atala et tout ça, c'est déstabilisé. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais c'est incroyable. Tu joues sur de la terre. Et en Afrique du Sud, c'était comme ça aussi, hein. Quand on allait à Jobourg et tout ça, là, tu dis, putain, mais c'est de la paille, là. C'est de la paille. Bref, et ils nous mettaient des branlées quand même, hein. Oui, monsieur Elissalde, bonsoir. Lors des dernières phases finales, le nombre de commotions cérébrales ou suspicion de commotion cérébrale a été en forte augmentation. D'où 2 questions de ma part. Une provocante, faudra-t-il attendre un mort pour changer les règles? La deuxième question, moins provocante, comment quelle approche un manager doit avoir de ce risque? Alors, la première provocante, tu sais, quand tu fais des autotamponneuses, tu as plus de risques de te faire mal que lorsque tu fais du manège, tu sais, attaché sur le cheval ou le camion de pompier.
Donc, revenir en arrière, quand les gosses à 16 ans, 14 ans, 13 ans, ils allaient pour faire des auto-tamponneuses, tu avais du mal à les faire revenir sur le manège, en chanter là, et en chantant. Donc, je crois que ça ne va pas avancer. Alors, ils descendent le plaquage, c'est déjà pas mal. Hein, ils descendent le plaquage, mais comme on n'a pas de technicité de plaquage aux jambes, comme nous, on l'a reçu quand on était jeune, mais c'était un autre millénaire, forcément que... Et puis, comme on a tellement vanté les plaquages à Chabal, qui mettaient des coups de casque, oh là là, il en a mis 2, on le voit tout le temps. Bon, bref, c'est comme les buts à Tigana, ça, on les met tout le temps, parce qu'il n'en a marqué que 2. Alors donc, on en revient à eux, à nous, à eux, mettre des casques. Alors, on a une belle invention, là encore. Alors du coup, le gosse, il a persuadé qu'il a un casque, il est en sécurité. Alors qu'on sait que ça ne fait rien. Ça empêche simplement que les plaies. Et les plaies, ce n'est pas des bosses. Il vaut mieux avoir une plaie qu'une bosse. Bref, mais ça fait vendre des casques. Des boucliers, là, tout ce qu'on invente, tout ça. Ça fait vendre, ça crée des emplois. Voilà. Toujours pareil. Rhino, c'est tout ça. Comprenez que derrière tout ça, il y a un marché. Le casque ne protège pas. Il ne protège pas. Le protège-dents, oui. Le protège-dents, oui. C'est une fausse, il y avait le protège-dents, toutes mes dents. Là, donc, alors comment faire, je ne sais pas. Sincèrement, je ne pense pas que ça aille mieux. Je ne pense pas que ça aille mieux. On n'est pas encore arrivé. Attends, peut-être qu'il y aura le mort. Mais le mort, c'est visuel en plus, ça sera un choc. Mais ce qui arrivera dans 10, 15 ans, 20 ans, on aura tout oublié. Hein. Bah, il ne sera plus à Canal+, peut-être encore d'ailleurs. Le président, ça sera encore Laporte, peut-être pas. Là, tout le monde aura changé. Et c'est là qu'on le paiera. C'est comme le dopage. Hein. Très peu sont morts sur le vélo. Combien sont morts à 45 ans, 50 ans? Un petit exemple. Avant, un gars qui a gagné le Tour de France avant la guerre vivait en moyenne 15 ans de plus que la moyenne nationale. Après la guerre, 15 ans de moins. On a perdu 30 ans. Il y a ceux qui gagnaient le Tour de France avant la guerre, c'était des surhommes, entre guillemets, des santés. Et ceux qui gagnaient le Tour de France après la guerre, c'était aussi des santés, mais qui s'étaient détruits. Ils ont perdu 30 ans. Mais ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est un choix. Moi, 65 ans, je suis bien content comme je suis, même si j'en ai gagné un peu moins. Maintenant, mais j'ai 65 ans. Et par rapport à la deuxième question, quelle approche le manager doit-il avoir par rapport à ses joueurs? Ah oui. Ben, tu sais, malheureusement, on est dans un monde de rentabilité. C'est pas ton fils. Moi, j'ai entraîné mon fils. Et là, tu comprends que les choses sont complètement différentes quand tu entraînes ton fils à un haut niveau. Et moi, je me rappelle, à chaque fois, je dis, bon, je suis une grande gueule comme ça, mais je suis quand même très, très fragile. Et chaque fois, je reviens à cette histoire. J'ai entraîné donc mon fils est rentré à 19 ans, l'aîné va au stade. Et aux joueurs, bien sûr, je leur dis, bon, Baptiste sera comme vous. Vous avez entendu, pied d'égalité. En fin de compte, j'ai dit une connerie. Le lendemain, je suis venu les voir, je leur ai dit, vous serez comme Baptiste. Et ma vision de l'entraînement a changé. Mes relations avec eux, je suis arrivé à 3e. Là, je suis arrivé l'autorité. Mais l'autorité, celui qui essaie, celui qui est fraternel, celui qui accompagne, celui qui pardonne, celui qui sanctionne aussi, parce que la sanction fait partie de l'éducation. Et là, c'était l'un des plus beaux moments de ma vie, d'entraîneur. Parce que là, tu es dans la réalité du relationnel, tu es dans le vrai, tu n'es pas dans le virtuel. Quand tu vires des gens, tu vires un homme que tu connais. Ce n'est pas 10 000 personnes qui sont à 10 000 km de toi. Donc là, tu es dans la réalité. Et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, si nos enfants jouaient au rugby, si tous nos éducateurs se mettaient à la place de nos enfants, je pense qu'on n'agirait pas comme on fait actuellement. Camus était célibataire, il n'a pas d'enfant. Peut-être qu'il n'a pas défendu le rugby comme il aurait fallu. Il avait des idées saines, et peut-être qu'il n'aurait pas défendu. Les enfants à la porte ne jouent pas au rugby. Et je crois qu'à un moment, on comprend le monde handicapé, par exemple, parce qu'on en a un dans sa famille. On comprend l'homosexualité parce qu'on a un enfant dans sa famille. Autrement, on a du mal. Il faut être très intelligent, voilà, très humain. Donc je dis encore, je crois que ton véritable ressenti, en fin de compte, il est parce que tu as vécu. Et ce moment privilégié où j'ai entraîné mon fils, où mon fils a été entraîné par moi, ça retransmet sur toute l'équipe. Et on a eu des résultats très riches. Et c'est des amitiés qui perdurent. Voilà, donc j'ai vécu 2 grands moments avec ma carrière. Celle où j'étais entraîneur-joueur parce que j'étais le leader, et qui même me suivent. On avançait tout le temps, on se battait comme des chiens parce que j'avais envie de ça. Et puis l'équipe se battait. Donc c'était des grands moments de partage. Et on se retrouve 40 ans plus tard déjà. Et on est heureux de se retrouver.
Et les moments avec cette équipe où j'ai donné pendant 3 ans, 4 ans, pendant sa gestation, sa construction, son évolution jusqu'au plus haut niveau, l'équipe a avancé aussi beaucoup. Et c'est des moments que tu ressens encore de nombreuses années après. J'espère que vous l'avez ressenti. Enfin, j'en suis sûr. Voilà. Et je crois qu'un manager, il devrait toujours entraîner ses enfants. Voilà, avec le recul. C'est-à-dire qu'il y a des moments aussi, il faut savoir leur dire « Ashki » en basque, assez. Même s'ils touchent 20 000 euros par mois. Et c'est pas facile. Mais il faut le faire. Il faut être soi-même. D'autres questions? Bonsoir, monsieur Elisald. Depuis le début de la conférence, on a beaucoup critiqué le rugby français. S'il y avait un point positif à souligner, quand même, malgré tout, ce serait quoi? L'arrivée des femmes. Ouais, l'arrivée des femmes. La femme est l'avenir de l'homme. C'est des mères, je suis sûr qu'elles comprendront. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, tiens, il y a 2 secondes. Je suis sûr qu'elles comprendront. Mais qu'est-ce que je vois de positif? Sincèrement, si, la violence qui a disparu, pas disparu, mais qui est en nette recrudescence, comme on dit. Vous savez que quand j'avais 20 ans, il y avait 20 000 morts sur les routes. Aujourd'hui, ça serait inacceptable. Et à juste titre. Il y en a 4 000, je crois. Donc il y a eu des progrès énormes, même si c'est 4 000 de trop. Moi, quand je jouais au rugby à 20 ans, c'était... non, j'aurais pas fait jouer mon fils à ce jeu-là, quoi. Et voilà, je prenais des coups, on attrapait les parties génitales, on foutait des fourchettes. C'était des voyous sous prétexte de clocher, hein, ce fameux rugby des clochers, on se donnait tous les droits, quoi. On est chez nous, on a tous les droits. On va chez toi, par contre, on y va comme les bourgeois de Calais. Et ça perdure encore dans les mentalités, parce que ça, c'est des héritages, si j'ose dire. Voilà, donc, non, ce qui a progressé dans le rugby français, et c'est aussi grâce aux autres, hein, parce que je rappelle qu'on a été mis dehors du tournoi des 5 nations, parce que justement, les Français étaient ingérables. Qu'on a été montré du doigt quelques fois après les années 77. Donc, on nous a dit, si vous continuez à être comme ça, et puis les étrangers qui venaient jouer chez nous, quand ils retournaient chez eux, mais ils ne nous faisaient pas de la publicité, hein. Et ils devenaient arbitres. Et forcément, ils disaient, mais attends, les Français, ils trichent tout le temps. C'est des voleurs. Sur le terrain, j'entends. Hein. Et donc, quand ils retournaient chez eux, je parle de ça il y a 20 ans, 30 ans, ils écrivaient un livre, ils disaient, oh, la France, c'est bien, il fait beau, on a du soleil, les filles sont jolies. Mais alors, qu'est-ce que c'est les Français? C'est ingérable, quoi. Sur le terrain, hein, tout est permis. Ouais. Voilà. Donc, voilà, s'il y a un progrès, c'est cette non-violence, si j'ose dire, crapuleuse. J'ai réussi à dire quelque chose de positif. Et grâce à la vidéo aussi, passez. Hein. Bonjour, j'ai une petite question sur le développement du rugby dans les zones non développées. En fait, je viens de Lille et on est en dépression là-bas parce qu'il n'y a pas de rugby. Il y avait un club de rugby pro et il a été dissous pour problèmes financiers. Et je voulais savoir si vous avez une solution pour développer le rugby dans les régions. Il n'y en a pas. Je sais qu'en Bretagne, ça a commencé à monter avec Vannes. Mais sinon, il y a des régions où il n'y a rien, quoi. Alors j'entends, c'est un peu comme la crise depuis 2007, comme le chômage depuis 1980. J'entends tout le monde dit on va faire quelque chose contre le chômage, contre la crise, et en fait, quand il n'y a rien qui se passe. Et j'entends le rugby français. Moi, je faisais des... Alors tiens, tu parlais de Vannes. J'avais donc 20 ans, on avait fait une belle saison, et l'année suivante, on allait faire un match de propagande à Vannes pour faire découvrir le rugby français. Donc j'avais 20 ans, c'était en 93. Non, en 73, pardon, j'arrive même plus. Bon, ça, c'est les coups sur la tête. Hein. Et puis le fait de ne pas avoir été à l'école aussi. Donc 73, on allait à Vannes faire des matchs de propagande, mais il n'y a rien. Alors on donnait de l'argent à une époque, on a donné de l'argent à Nantes. Qu'est-ce qu'ils faisaient cet argent? Tu vois, ils investissaient dans des éducateurs. Non, ils investissaient, ils faisaient venir 2 joueurs et ils ont déposé le bilan eux aussi. Donc voilà. Donc on ne fait rien. Moi je vois qu'une solution. À partir du moment où on a décidé que le rugby serait un sport de grande ville, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est eux. Et bien on dit à Strasbourg, on dit à Rouen, on dit à Nantes, vous avez 3 ans, 4 ans. Si vous gagnez un match, c'est pas grave. Si vous ne gagnez pas un match, c'est pas grave. Vous restez en pro et vous travaillez pendant 4 ans sur la détection, sur la mise en place de votre club, sur un projet à moyen terme. Aujourd'hui, un club qui monte de Fédéral 1, il faut qu'il change tout son effectif quasiment. 20 joueurs. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Où il va trouver des joueurs? Il va trouver 3 vieilles carcasses françaises et puis une quinzaine d'étrangers.
il n'a pas d'autre solution. Parce qu'il faut de la rentabilité tout de suite. Voilà. Donc, il faut aller vers des franchises fermées, comme aux États-Unis. Si on veut aller vers le professionnalisme, pardon, il faut faire comme ce qui se fait de mieux, c'est aux États-Unis. Des ligues fermées, des franchises fermées. Et là, on a le temps de travailler. Il suffit d'avoir que de l'argent et un peu de patience. Et du travail. Et donc, voilà. Mais à force de dire que c'est montée, c'est descente, là, tu ne peux pas te stabiliser, quoi. C'est pas possible. Parce que si la descente est un traumatisme pour le club, la montée aussi. Hein. Ça change tout. Et on parlait à midi justement avec le manager, je disais, mais en fin de compte, ils ont des problèmes de combativité, on va dire, sur le dernier match. Mais je dis, mais vous voyez le rugby à des échéances de 8 jours. Non, le rugby, c'est comme la vie d'un enfant, d'un ado, c'est à l'échéance de 10 ans. Hein. C'est à l'échéance de 10 ans. Mais 10 ans, c'est énorme. Plus personne n'a la patience d'attendre 10 ans. Surtout pas ceux qui investissent. C'est pas très positif, ça encore. Bonsoir, Monsieur Elissal. Ne pensez-vous pas qu'on pourrait un peu ouvrir le rugby, qu'on ait un peu ce sport pour le regarder dans le sud-ouest souvent? On voit aujourd'hui que finalement, on a deux équipes qui sont face à face à 1 mètre l'une de l'autre, donc ce qui engendre effectivement un sport de combat qui est rude. Et de mémoire, je pense que dans le temps, la ligne de hors-jeu n'était pas 10 mètres derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions justement pour faire en sorte qu'en ouvrant le jeu par les règles d'arbitrage, on le rende moins violent aussi? Alors je pense à mes deux petits collègues, là, je leur disais, vous avez le terrain d'expression, c'est le terrain. Donc vous ne parliez pas, c'est pas grave. Demain, dimanche, vous jouez, donc déjà, c'est pas grave, le samedi. Et donc je disais, oui, on a fait des règles. Non, au contraire, on a éloigné les joueurs. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a mis avant, il n'y avait pas de ligne de hors-jeu, c'était le ballon, la ligne de hors-jeu. Après, on a dit les pieds du dernier du regroupement. Après, on a dit ce sera 5 mètres sur la mêlée. Après, on les a mis à 10 mètres. Pensant que le fait de partir de plus loin, ils seraient plus à l'aise pour faire la passe vers l'extérieur. Mais en fin de compte, partir de loin, ça n'a servi que d'avancer plus vite dans la baie vitrée. Moi, je dis, nos joueurs de rugby aujourd'hui, ce sont des hirondelles, des grosses hirondelles, dans des baies vitrées. Tout le monde a eu un oiseau qui est rentré dans la véranda et qui se cogne, et qui se cogne, et qui se cogne. Alors, si vous n'ouvrez pas la porte, eh ben, elle fera des traumatismes crâniens, ça c'est sûr. Hein. Voilà, c'est simple. Donc, en faisant reculer les gens, en fait, on leur a donné plus d'espace, mais pas plus d'espace pour réfléchir, plus de temps pour réfléchir, plus de moyens d'expression vers les extérieurs. Non, de la vitesse pour affronter encore plus fort. Et donc, je pense l'inverse. Un exemple simple aussi. On me dit, mais la pénalité, aujourd'hui, elle vaut 3 points. C'est trop par rapport à l'essai qui vaut 5. Mais je dis, mais si demain, on met une pénalité qui vaut 2 et un essai qui vaut 6, eh bien, on aura toujours intérêt à faire beaucoup de fautes pour prendre 3 fois 2 plutôt qu'une fois 6. Donc, on va aller encore à l'inverse, c'est-à-dire plus tout ce qui est rare est cher. Donc, moi je dis, on va faire encore plus de fautes parce qu'il vaudra mieux prendre des pénalités que de prendre des essais. Comme le rugby à 13 où le drop vaut qu'1 point, donc où il n'y en a plus, mais le drop est un geste technique, tactique et qui peut rapporter. Gros. J'entends bien vos arguments. Alors, mais lorsque je vois le dernier match que j'ai vu en top 14 à Gimpo, où pendant 5 ou 6 ou 7 minutes à la fin du match, ils sont à 1 mètre de la ligne et c'est des gros bourrins, c'est tout. C'est des hirondelles ou des vautours, si vous préférez, sur les baies vitrées. Je pense que le public aussi... Le public, on lui fait croire n'importe quoi. Non, mais je préfère voir du jeu ouvert. Vous voyez, un jeu plus large que... Le public, on lui fait croire n'importe quoi. On lui dit que c'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire qu'on est obligé de mettre 10 ralentis pour s'occuper pendant que les avants sont en train de refaire la 7e mêlée. Ouais, bon, bref, non, je dis, on rend... Écoutez, moi j'ai commenté à Canal+, en direct. Et je dis un jour, un 2 contre 1, c'est la situation la plus simple qu'on peut avoir. Vous êtes 2 attaquants et un défenseur. A priori, des gens qui jouent au rugby depuis 10 ans, 15 ans, doivent pouvoir maîtriser cette situation frontale. C'est pas... Bon, bref, vous comprenez. Hein, en basket, on y arrive, c'est ce qu'on veut. Le volleyeur qui est tout seul parce qu'on a dépassé le bloc, le footeux qu'on a décalé qui est face au gardien, il doit réussir. Bon. Et il échoue. Forcément, il court en travers, il ne cadre pas, il va trop loin. Bon, bref, il joue comme un bourrin, quoi.
Alors j'ai dit, putain, mais il a mal attaqué. Bah, il me convoque le mardi et il me dit, Jean-Pierre, il faut dire, dans cette situation, que c'est le défenseur qui a bien défendu. Il faut positiver, il ne faut pas dire que c'est pas bon, il faut dire que c'est bon. Même si l'autre, il est pour rien, même Armstrong, il serait arrivé à l'arrêter, mais non, mais c'est pas grave, il faut dire que c'était bien. Salviac, qui est un Rochelais aussi, un Rochefortais, mais bon, on va faire comme s'il était Rochelais, il le dit. Donc, il me disait, mais après il commentait les matchs du tournoi, je dis, mais c'était nul comme match France-Écosse, là, c'était nul. Ouais, il me dit, mais on achète très cher, hein. C'est pas pour dire que c'est nul. T'en connais beaucoup des marchands de tomates qui disent que ces tomates sont pourries? Donc on en est là. Aujourd'hui, la télé est le plus beau vecteur de communication et sans doute aussi moyen d'information, de progression, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens d'émissions, les coulisses de l'exploit, 5 colonnes à la une, ça a connu ça. On était en noir et blanc, j'avais 10 ans, j'apprenais des choses. Maintenant, il faut chercher des chaînes, maintenant, à part la météo qui change tout le temps. Autrement, ils te disent tous la même chose. Donc, je répète encore, aujourd'hui, on valorise certaines choses à l'excès. Des gens qui ne le méritent pas, des équipes qui ne le méritent pas, des clubs qui ne le méritent pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu as acheté ça 100 millions, tu vas quand même pas dire que c'est de la merde. Que tu t'es fait chier pendant 5 minutes avec des gars qui rentrent contre le truc. On va te dire, oh, quel courage, quelle volonté défensive. Voilà, bah oui. Mais tu aurais pu dire qu'ils sont cons. Mais ça n'est pas vendeur. Sauf Anouma, qui a le droit de dire que les autres, c'est des cons, et les PD, c'est des cons. Autrement, tout le monde a le droit de... faut pas dire ça. Voilà, donc aujourd'hui, la télé ne nous rend pas plus forts. Loin de là, elle ne nous rend pas plus connaisseurs. Parce qu'on est subjugué par Chabal, on est subjugué par Bastaro. Et le petit serein, de temps en temps, heureusement, il fait un petit geste. Oh putain, tant mieux, heureusement. On a retrouvé une voile pour porter le vent. Voilà, bon, bref. Voilà. Moi, je me régale beaucoup plus en Fédéral 2. Je vais voir des matchs de Fédéral 2, je me régale. Les espaces existent encore, les volontés de jeu existent et surtout les échéances, enfin les rentabilités sont moins importantes. Donc ça s'exprime beaucoup mieux. Ça s'exprime beaucoup mieux. Je disais à une époque, on est les Chinois, nous on est les Chinois de la formation. Les Chinois, vous savez, ils produisent beaucoup, mais du moyen. Et en France, on est les Chinois du rugby. On produit beaucoup, mais très moyen. En Fédéral 2, ça a progressé. En Fédéral 1, ça a progressé. En Fédéral 3, ça a progressé. Mais on n'arrive pas à sortir l'élite de l'élite. On va passer à la dernière question. La plus difficile. Merci. Bonsoir. Alors, on a beaucoup critiqué la médiatisation du rugby, pardon. Ça avait pas mal d'effets néfastes. Moi, j'ai l'impression que c'est pas si négatif que ça. Je suis joueuse de rugby et je trouve que la médiatisation dans le rugby féminin, ça a beaucoup apporté. Est-ce que c'est pas parce que les gens peuvent voir plus facilement du rugby féminin à la télé aussi que les filles, elles vont s'inscrire? C'est pas forcément toujours négatif, ce rugby à la télé. Mais les enjeux sont pas les mêmes. Quand on va jouer sa fille au rugby, on la voit jouer au rugby. On voit pas elle, la future millionnaire. Voilà, tout est là. Quand on a vu l'équipe de France féminine, qui jouait un très beau rugby d'ailleurs, on n'a pas tout à fait compris d'ailleurs qu'ils soient séparés des deux entraîneurs conventionnels, conservateurs, ballon porté, Gonzalez, le Bayonnais Biarro. Donc, et tout ça. Il a mis d'autres entraîneurs, des jeunes entraîneurs qui ont voulu proposer un autre jeu, parce qu'ils savaient que c'est par la qualité du jeu qu'on a fait venir un autre public. C'est pas en faisant des ballons portés et des mêlées. Et donc, c'est un dénommé Lièvremont, qui est le neveu de la grande famille Lièvremont, qui a apporté de la fraîcheur et un jeu très intéressant. Et c'est pour ça que l'équipe de France, non pas parce qu'elle a fait troisième, elle fait troisième tout le temps. Mais elle a bien joué. Et c'est parce qu'elle a bien joué. Et là, on tombe sur des gens qui regardent des aficionados, des vrais. Ils ne vont pas voir Jabal, ils ne vont pas voir Romain qui n'est pas là, ils vont train de branler ce soir, ils ne parlent que de lui. Mais on va voir un match de rugby avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Une Bretonne d'ailleurs, qui est de Rennes, la deuxième ligne, qui a joué magnifiquement, que je ne connaissais pas. Godon, comme ça Corson, voilà. Et là, tu as d'ailleurs le rugby, puisqu'on répond à ta question, il existe à Caen, il existe à Lille en féminin. Il existe. Vous voyez, quand il est plus sain, plus pur, plus proche des années, des dizaines d'années précédentes, eh bien, il se développe aussi. Il se développe aussi. Parce que là, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entité. C'est 15 étudiantes, 3 étudiantes qu'il faut créer ça, et c'est possible. Et voilà, ça, c'était le rugby que j'ai connu.
Et vous croyez que le Stade Rocher aujourd'hui, qui est une multinationale, qui joue avec beaucoup d'étrangers, je crois que c'est une équipe, ça a été aussi un club qui croyait que ça s'est fait comme ça? Non, 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 ça s'est fait parce qu'il y a eu du travail, des volontés, des missionnaires qui ont dit que La Rochelle, ça réussira, on pourra réussir à La Rochelle. Et il y a cru, c'était mon vieux père, et donc on l'a fait. Et maintenant, c'est devenu parce que c'est dans l'air du temps. Mais c'était pas si simple. Pourquoi pas à Niort, pourquoi pas à Cognac, pourquoi pas à Angoulême? Pourquoi pas à Nantes? Pourquoi pas à Poitiers, qui avait plus de moyens, plus de possibilités, notamment les universités. C'était un grand moyen, les universités, de faire venir des jeunes. Voilà, nous on avait des casernes, pour vous dire que c'est encore recruté. Bref, voilà. Mon père était militaire, il est venu jouer à La Rochelle avec l'armée. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, oui, le rugby féminin est dans le vrai, qu'il y reste. Qu'il y reste. Et si vous pouvez nous ramener dans une génération, les hommes un peu au bon sens, eh bien tant mieux. Mais là, je commencerai à être vieux par contre, hein, pour m'en réjouir. On l'aura compris ce soir, la femme est l'avenir de l'homme. C'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter et nous tenons à remercier encore nos invités. Et nous souhaitons aussi à remercier le public qui est venu assez nombreux ce soir. Merci à vous, merci à tous. Arigato gozaimasu.